Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Twitch Advance. Très heureux de vous accueillir. Je suis Emmanuel Hiver, le directeur délégué du concours Advance. Mais cette fois-ci, ce soir en tout cas, on a décidé de faire un événement spécial autour des formations bachelor. C'est important aussi d'en parler. Elles sont présentes de plus en plus aujourd'hui dans le paysage des écoles. C'est une formation très intéressante et justement, on va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai la chance d'avoir un représentant de chaque école du concours Advance. Je vais les laisser se présenter, ça sera plus rapide. Mais avant toute chose, j'ai là le Twitch, j'ai les questions qui arrivent. N'hésitez pas à les poser, comme ça je pourrai les poser en direct. On a une équipe derrière aussi qui y répond, mais c'est toujours mieux aussi de pouvoir débattre avec nos invités. Alors ça va se passer en deux temps. La première partie avec donc la partie plutôt explication du bachelor, c'est quoi un bachelor, pourquoi un bachelor, quels sont les bachelors des écoles, et puis on switchera là, d'ici 30 minutes à peu près avec les étudiants, cette fois-ci qui viendront vous parler de leur expérience, et on a aussi la chance d'avoir un étudiant de chaque école. Donc ça va être une heure pleine, n'hésitez pas, il faut y aller à fond, et puis en espérant bien sûr que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors on va commencer, comme je l'ai dit, par la petite présentation rapide. Alors pour une fois on a une parité, on a garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. On va commencer par l'extrémité à droite. On va passer donc à vous. Alors en 1 minute chrono, vous êtes qui? Vous êtes quelle école? Et qu'est-ce que votre école propose comme bachelor? Alors bonsoir à tous, je suis Antoine Fortuné, je suis donc directeur des admissions pour l'EPITA. Voilà, et donc à l'EPITA, on a la chance de pouvoir proposer un grand nombre de bachelors. Donc 2 bachelors EPITA avec cybersécurité, un bachelor en cybersécurité et un bachelor en computer science. Et on a 3 bachelors également. Développés par IA Institute, donc c'est une marque de EPITA autour de l'IA et de ses usages. Ok, donc clairement orienté numérique, informatique, on va en parler dans le détail après, parce que je crois que vous avez des partenariats aussi assez intéressants au niveau des bachelors. On va venir après, effectivement. On va en parler. Garder un peu de suspense. Madame. Bonsoir, Marie Dacruz, je suis la directrice pédagogique du bachelor donc de Subbiotech, qui est un bachelor orienté autour des biotechnologies, qui est à la fois sur le campus de Villejuif et de Lyon.
Merci. Je passe à vous. Bonsoir, Véronique Bonnet, je suis la directrice générale de l'ESME, donc École d'ingénieurs généralistes. Et à l'ESME, on propose 4 bachelors, 2 sur Parcoursup plus généralistes autour des objets connectés et des transitions. Donc comment on peut transformer le monde, faire de la transition énergétique, de la transformation numérique autour des objets connectés. Et un deuxième autour de la cybersécurité de ces objets connectés. Et 2 qui ne sont pas sur Parcoursup, un en chef de projet énergie et un autre en système aéronautique. Et ils sont proposés à Paris, Lyon et Bordeaux. Merci. Enfin, on termine. Oui, bonsoir, c'est Nordine Boudoise, donc je suis le directeur des études à l'IPSA. Donc c'est le bachelor de l'IPSA, c'est un bachelor donc, en aéronautique avec 2 spécialisations, donc la spécialisation IA et la spécialisation drone. Et on est sur 4 campus, donc on est sur Paris, Toulouse, Lyon et bientôt donc Metz. Metz ? Ouais, c'est un partenariat avec le lycée Jean 23. Une ville que je connais bien. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir un peu comment se composent vos bachelors, déjà, qu'est-ce qu'un bachelor? Et c'est quoi la différence entre, je ne sais pas moi, par exemple, licence pro ou un BUT, puisqu'on parle beaucoup des BUT. Qui c'est qui veut répondre à cette question? Donc c'est assez libre, hein, n'hésitez pas. Qui c'est qui se lance? Véronique? Alors bon, déjà la licence, c'est le premier niveau pour obtenir un diplôme universitaire. Donc ça peut être un grade si c'est délivré par l'université ou si c'est délivré par une école qui dispose du grade de licence. Donc la licence d'habitude, enfin au niveau universitaire, c'est un diplôme assez généraliste. Donc voilà, assez académique. Alors après, à l'université, il y a aussi les universités ont développé des licences professionnelles, donc avec une visée d'insertion professionnelle après les 3 ans. Les IUT, qui avant étaient des formations en 2 ans, des DUT, ont rajouté une année d'études pour devenir des BUT, bachelor universitaires technologiques, donc qui sont aussi des Bac plus 3 grades de licence. Et les bachelors d'école d'ingénieurs, c'est vraiment l'équivalent des BUT, donc c'est des formations en 3 ans, professionnalisantes, mais qui sont dans le cadre d'école d'ingénieurs, donc qui ont aussi une exigence en termes de niveau académique et scientifique. Je crois que le vrai mot qu'il faut retenir, c'est professionnalisant. Hein. C'est vraiment la différence entre peut-être un cursus un peu plus théorique universitaire. Alors justement, on va parler un peu de pratique. Comment s'organise un bachelor? Est-ce qu'il y a une semaine type en fonction des écoles? J'imagine que c'est un peu différent. Tiens, on va peut-être se demander à Subiotech. Alors à Subiotech, au bachelor, il y a effectivement énormément de travaux pratiques dans les laboratoires. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à maniper, d'apprendre à réaliser tout ce qu'un technicien de laboratoire, un assistant ingénieur sera en mesure de faire dans la recherche et développement, en entreprise, dans l'académique. Et là, à Subiotech, ces semaines de TP sont donc réparties au fur et à mesure de l'année. Coupler ça avec des grandes phases de projet et on est environ sur 50-50. Ça veut dire qu'il y a 50% du temps d'apprentissage qui est consacré à des cours plus théoriques, il faut bien évidemment passer par là. Et les 50% restants, c'est les apprentissages pratiques au laboratoire et dans les projets. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous aussi à l'IPSA? Oui, à l'IPSA, c'est une formation donc, professionnalisante. Donc, lorsqu'on voit les statistiques, donc, on est autour de 80% c'est de la pratique et 20% c'est de la théorie. Donc la plupart des cours, c'est des TP, des projets. Donc on a ce qu'on appelle donc, les projets en interne, même des projets nomades. Donc c'est des projets qu'on propose à l'extérieur de l'école. On propose aussi des hackathons. Donc on propose aussi pas mal de choses autour vraiment de la vraie... de la pratique, donc par exemple le projet drone qu'on organise aussi pour avoir un brevet de pilotage de drone. Un brevet de pilotage de drone parce qu'on a 2 spécialisations. Donc pour la première spécialisation c'est drone, donc là on a un brevet et on a l'autre spécialisation donc SILIA, donc on a quand même la certification de l'EPITA. Voilà. D'accord, oui, parce qu'il y a des synergies, j'imagine, entre les écoles. C'est aussi l'avantage d'avoir 4 écoles qui peuvent travailler ensemble dans le même groupe. Léonie, comment ça se passe du coup au niveau de la répartition cours, théorie, pratique? Alors, je dirais un tiers, cours théoriques, un tiers travaux pratiques appliqués et un tiers projet. Après, ça dépend des années en fait, parce que évidemment la première année, on est sur
la base, donc c'est dans cette année-là que quand même il y a plus de cours, et puis plus on avance, plus il y a de la pratique. Mais dès la première année, il y a de la pratique et du projet, et plus on avance, plus il y a de la professionnalisation. Et en dernière année, et je pense que ce sera le cas pour tous les bachelors, il y a beaucoup d'entreprises, et généralement la dernière année est en alternance. Ah, ça, on va en parler effectivement, c'est aussi une des spécificités du bachelor. On va terminer avec vous, Antoine. Comment ça se passe du coup au niveau de l'EPITA ? Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment, on est dans un univers professionnel. On va tout de suite mettre les étudiants directement aussi dans ce monde de concret, dans la pratique, dans la spécialisation. Quand on fait le bachelor en cybersécurité, dès la première année, on va leur apprendre les fondements de la cybersécurité, apprendre à coder, etc. Et c'est vraiment pour ça aussi qu'on a créé ces bachelors, parce qu'on s'adresse à des publics qui ne veulent pas forcément faire encore de l'académique, faire des prépas, des choses comme ça, et qui veulent rentrer vraiment dans le concret. Et donc ça, je pense que c'est assez intéressant quand on a ce type de profil. Tous nos bachelors peuvent accueillir ce type de profil et les plonger directement dans un univers concret, réaliste, et qui correspond aussi aux besoins des entreprises, parce que c'est aussi ça qui est important. Alors justement, c'est intéressant parce que c'était ma question suivante sur le profil des étudiants. On va le voir en vrai avec les 4 étudiants dans la deuxième partie de ce Twitch. Mais d'une manière générale, vous conseilleriez à quel profil de venir faire un bachelor, parce que bon, il y a pléthore de formations aujourd'hui qui sont disponibles après le bac. C'est quoi le portrait robot d'un étudiant qui peut vraiment s'éclater au bachelor dans vos écoles ? Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui aime l'application, qui aime mettre les mains dedans, entre guillemets. Voilà, quelqu'un qui aime comprendre en faisant et qui, en faisant, lui permet de mieux comprendre. Voilà, c'est vraiment ce genre de profil-là qu'on attend et qui vraiment s'éclate au bachelor. Peut-être pour compléter, parce que tout ce que vous venez de dire est vrai, je pense, pour nous tous. Et c'est aussi peut-être des étudiants qui ont envie d'avoir un premier diplôme au bout de 3 ans. Un diplôme qui est reconnu par le monde académique, mais surtout par le monde professionnel, et qui leur donne la possibilité de faire une étape et après de choisir finalement s'ils veulent continuer ou non. Et c'est aussi les étudiants aussi qui sont bien adaptés à ces formations. C'est les étudiants qui effectivement ont envie de se donner le temps et de ne pas se lancer directement. Ils n'ont peut-être pas forcément suffisamment confiance en eux au départ. Ils doutent peut-être qu'ils ont les moyens. Et puis souvent, en fait, ils s'aperçoivent que oui, ils les ont. Mais du coup, ce qui est très important pour nous, école d'ingénieurs, je rappelle, on manque d'élèves, de diplômés d'école d'ingénieurs, tout type de diplôme. On est dans un monde où les technologies sont partout et on a besoin de gens qui maîtrisent ces technologies. Et ces bachelors, ils ont aussi été conçus pour attirer dans nos écoles des élèves qui peut-être se disaient j'aimerais bien faire une école d'ingénieur, mais je pense que j'ai pas les moyens, j'ai pas le profil, je vais pas y arriver. Eh bien, je commence par faire un bachelor. Et nous aussi, ce qu'on fait avec eux, c'est de leur rendre compte que finalement, si, peut-être ils ont les moyens, et on le verra, mais peut-être qu'après, finalement, ils iront vers une formation d'ingénieur, mais ils auront fait cette première étape. On va parler justement de la poursuite d'études parce que c'est important. Effectivement, le bachelor peut avoir plusieurs possibilités à la fin en fait, des études. Nordine, vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet du profil ? Oui. Donc, pour le bachelor aéronautique de l'IPSA, de toute façon, les profils qu'on cherche, c'est des gens c'est des élèves qui sont passionnés par l'aéronautique, parce que c'est une formation basée sur la passion. En même temps, donc, on recrute à partir de bac directement, mais donc on s'oriente pour les élèves issus de terminale S générale avec les élèves issus de terminale ST et de D, mais on recrute en bac plus 1, bac plus 2, ça veut dire bachelor 1, bachelor 2, et parfois on recrute même en bachelor 3. D'accord. Alors, c'est important aussi, le profil, on a parlé des bacs, donc le bac général, avec les spécialités. Est-ce qu'il faut forcément avoir des spécialités scientifiques pour rentrer dans vos formations bachelor ? Est-ce que les mathématiques, par exemple, sont obligatoires pour toutes les formations ? Antoine ? Alors, elles ne sont pas toutes obligatoires en fonction des bachelors, mais on est quand même ici dans le domaine de l'informatique, c'est quand même nécessaire d'avoir cet esprit scientifique, cet esprit mathématique. Quand on veut travailler dans la cybersécurité, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir au moins une appétence pour ces matières scientifiques. Donc on conseille quand même vivement d'avoir ces matières scientifiques. Après, sur les bachelors ou autour de l'IA Institut avec
comment on utilise finalement l'IA, pas dans la création, mais dans l'utilisation dans le cadre de projets, comment on interface l'IA par rapport à tous les projets d'entreprise, là on peut s'ouvrir vers d'autres profils. C'est ça qui est aussi intéressant, où là effectivement on peut s'ouvrir vers des profils qui sont moins scientifiques et qui peuvent très très bien faire de la gestion de projets autour des nouvelles technologies, autour de l'IA. Et il faut avoir une petite appétence, il faut savoir aimer l'IA et aimer ces matières-là, mais on n'a pas besoin de profils purement mathématiques et scientifiques. Et mathématiques complémentaires, par exemple, ça passe ? Alors oui, effectivement, on est moins exigeant en termes de spécialité pour les élèves qui postulent en bachelor, parce qu'on sait qu'on va passer par la pratique et qu'à travers ces projets, cette pratique, on va les ramener quand même vers des sciences plus théoriques et vers la compréhension des concepts scientifiques, mais on va y aller encore une fois par la pratique, ce qui nous permet de ramener à des études scientifiques des élèves qui peut-être s'en étaient détournés ou se sentaient pas suffisamment à l'aise avec une spécialité maths, mais sur laquelle ils peinaient ou voilà, qui était plus difficile. Donc maths complémentaires, ça va très bien. Ce qu'il faut, c'est quand même idéalement avoir au moins une spécialité scientifique. S'il y a les maths, c'est bien. S'il n'y a pas les maths, s'il y a maths complémentaires, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment aussi, c'est dans les profils qu'on recherche. Encore une fois, ça a été, ces bachelors, c'est la possibilité pour les écoles d'ingénieurs d'ouvrir plus largement leurs portes à un public plus large, alors que quand on n'avait que la formation d'ingénieur, il y avait des profils qu'on ne pouvait pas accueillir. Et aujourd'hui, grâce à ces bachelors, voilà, on élargit le vivier et on emmène vers le diplôme de bachelor et parfois même vers le diplôme d'ingénieur des gens qui prennent un chemin un peu différent. Et à Subiotech, est-ce qu'il faut avoir obligatoirement la spécialité SVT ? Non. Même non. Pas obligé d'avoir la spécialité SVT, au moins une spécialité scientifique. C'est vraiment recommandé. Pas d'obligation sur les maths non plus. Après, on va venir discuter de ça, discuter de la curiosité des étudiants. C'est surtout ça aussi qu'on recherche, cette appétence et cette envie d'en savoir plus, quel que soit le monde et l'environnement d'où on vient. C'est ça qu'on va discuter, notamment pendant l'entretien au moment du concours avant l'entrée en bachelor. On va parler rapidement des modalités d'admission après. Nordine, pour terminer pour l'UPSA Pour terminer pour l'UPSA, de toute façon, pour les maths, c'est nécessaire. C'est nécessaire ou obligatoire ? On peut dire que c'est obligatoire parce que de toute façon, les maths, c'est indispensable pour suivre les autres cours, surtout autour de la... Voilà. Ah, vous êtes prof de maths, Nordine. Prof de maths. Donc, oui, forcément. Non, parce qu'il y a pas mal de matières qui sont liées aux maths pour suivre les cours de mécanique, la thermodynamique, même il faut avoir un esprit algorithmique des choses parce qu'on a pas mal de matières autour de l'informatique, surtout pour la spécialisation IA. Donc les maths, ça aide beaucoup pour comprendre les autres modules, quoi. D'accord, ok. Alors on parle d'IA, tiens, on va transition assez facile parce que l'IA, on en parle tous les jours et dans l'enseignement, on en parle beaucoup. Alors il y a des formations qui sont spécialisées en IA, on va former des spécialistes de l'IA, mais l'IA est utilisée aussi, j'imagine, dans la pédagogie. Quel impact vous pensez que ça va avoir d'une manière générale ? Et c'est déjà une question qu'on avait abordée lors du Twitch précédent avec les directions des écoles. Véronique, vous étiez là, rappelez-vous. Est-ce que ça a un impact, l'IA, concrètement sur votre façon d'enseigner aujourd'hui? Est-ce que pour les élèves, ça a un impact également? Sincèrement, pour l'IA, donc c'est comme l'arrivée de l'Internet avant, donc on pensait que c'était pas bien, mais je pense moi maintenant l'IA c'est quelque chose d'indispensable dans la vie, donc il faut savoir l'utiliser, donc c'est ça Est-ce que c'est intégré dans votre pédagogie? On va essayer, on essaie vraiment de l'intégrer dans la pédagogie et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc de toute façon on va le développer dans peu de temps, voilà. Je pense que, je rigole parce que j'ai des étudiants en face de moi, je pense que les étudiants l'ont bien intégré dans la pédagogie. Oui. Donc, on leur posera la question après, de toute façon. Donc, bien sûr, l'IA est partout, on utilise tous l'IA, enfin j'espère en tous les cas. Et donc, ça a déjà transformé et eu un impact
dans tous les compartiments, je dirais, du jeu de l'école. Et c'est pour toutes nos écoles, nos 4 écoles. Je suis la directrice générale de l'ESME, mais j'en parle aussi avec mes collègues. C'est un projet de transformation profond pour nos écoles que l'on va traiter de manière vraiment stratégique et globale. Donc en formant nos professeurs, en formant nos élèves, en leur apprenant à utiliser avec intelligence l'intelligence artificielle et avec aussi l'éthique qui va avec, en contrant les tentatives de triche grâce à l'IA, en interrogeant aussi les entreprises sur qu'est-ce qu'elles attendent en termes de compétences de nos élèves sur l'IA pour adapter nos formations et former des diplômés qui seront capables d'utiliser l'IA quand ils seront en exercice professionnel. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui touche tous les compartiments de l'école, évidemment de la pédagogie à la formation des profs, à l'encadrement des élèves, aux évaluations, aux compétences visées par les formations. Enfin voilà, donc c'est des chantiers de transformation vraiment très profonds qui sont en cours, qu'on avance en faisant, et évidemment que c'est partout. C'est partout. Est-ce que c'est dans la biotechnologie, l'IA ? Ah, bien sûr, c'est dans la biotechnologie aussi, surtout en bioinformatique, entre autres. Et alors, à Subbiotech, pareil, on est dans la même démarche de transformation assez profonde de l'enseignement et des compétences qu'on veut transmettre aux élèves, vis-à-vis de l'IA notamment. Et une des premières marches, je dirais, qu'on est en train de gravir, c'est surtout apprendre aux élèves à être de bons utilisateurs. Parce que c'est assez facile, en fait, de se servir de l'IA, mais s'en servir bien, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qu'on est vraiment en train de mettre en place. On commence avec des initiations dès la première année sur l'utilisation assez basique, je dirais, de l'IA. Et plus les années passent, plus on avance, on monte en compétences. On monte aussi, nous aussi, en compétences avec nos élèves vis-à-vis de ça. Voilà. Mais en tout cas, en bio, et particulièrement en bio-info, c'est omniprésent et c'est un de nos devoirs de transmettre ça à nos élèves. Aussi en bachelor, bien sûr. Antoine, c'est une question un peu bizarre de poser à l'EPITA qui forme des spécialistes en IA, mais d'une manière générale, est-ce que l'IA est aussi intégrée dans la pédagogie et quel impact ça a sur vos élèves ? Alors, d'abord, l'IA, c'est une réalité. De toute façon, on ne peut pas aller contre. C'est une réalité. Elle s'impose à nous. Elle est utilisée par nos étudiants au quotidien. Et tant mieux, parce que franchement, c'est assez exceptionnel. Par contre, c'est le début. C'est-à-dire que c'est en train de partir. Ça part dans tous les sens, etc. Nous, à l'EPITA, on adore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les crée, les IA. On les entraîne. On apprend à les décoder. On apprend à comprendre comment ça fonctionne. Donc, effectivement, nous, à l'EPITA, c'est nativement, on intègre complètement l'IA et on invente les modèles LLM de demain, etc., etc. Donc, on est nativement là-dessus. Et ensuite, on a la deuxième partie, c'est comment on utilise cette IA. Au profit justement, est-ce qu'on l'utilise bien, est-ce qu'on l'utilise de manière éthique, de manière responsable, comment on challenge ces résultats, etc. Et pour bien challenger les résultats d'une IA ou pour se rendre compte des résultats, il faut bien comprendre ce qu'elle est en train de produire. Et donc ça, c'est effectivement complètement natif à l'EPITA. Ok, donc le sujet de l'IA, c'est important, on ne peut pas passer à côté. On va s'intéresser maintenant peut-être, en rentrant un peu dans le détail de chacun de vos bachelors, notamment au niveau des projets, des débouchés professionnels aussi, parce qu'on a parlé, donc le bachelor diplôme en 3 ans, mais qu'est-ce qu'on fait comme projet ? Est-ce qu'il y a des gros projets ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des projets qui durent sur 3 ans ? Est-ce que c'est des petits projets ? Est-ce que c'est... comme il y a beaucoup d'applications, j'imagine que vos élèves sont toujours finalement en train de faire quelque chose. Comment ça se passe, Nordine, à l'IPSA ? À l'IPSA, donc de toute façon, pour voir l'architecture globale de la formation, donc si on a 3 semestres, les premiers semestres, c'est un tronc commun. La totalité des élèves, ils font la même chose. Et la spécialisation, ça commence à partir du 2e semestre de Bachelor 2. Donc, il y a des projets, effectivement, qui commencent en première année, qui vont finir, par exemple, en 2e semestre de Bachelor 2. Donc, on a des projets qui demandent quand même pas mal de temps. Et on a des projets
qui sont vraiment un peu intégrés directement dans pas mal de modules, et des projets effectivement qui demandent 40 heures ou 50 heures de travail. Donc, vous avez un exemple concret de projet qu'on peut faire on a un développer? projet qui est bien, c'est le projet drone qu'on fait à l'école. Ça, c'est pour la spécialisation drone. Et pour l'IA, par exemple, on a ce qu'on appelle les projets fédérateurs. On fait beaucoup de choses et ça se fait par des ateliers. Ça veut dire les élèves, on leur propose de faire chacun un projet, surtout pour la spécialisation drone, qu'on met dans un livre, parce qu'on a effectivement, parlons de l'IA, donc les bachelors IA, donc ils publient chaque année donc un livre. L'année dernière, ils ont publié un livre qui s'appelle IA et les transports de demain, donc voilà, ça marche très bien. Voilà, ça c'est un type de projet qu'on met en place. Et c'est la publication, donc on a publié le premier livre, le premier tome l'année dernière chez l'Harmattan, et cette année-là, donc on est en train de réaliser un autre. Grand succès en librairie. Voilà, il est presque partout. Voilà, on verra. N'hésitez pas, voilà. Sur Amazon, vous le trouverez peut-être. Moi, quand je parle de projet, je parle aussi de travail d'équipe. J'imagine que c'est aussi important, donc, dans la formation d'un futur diplômé du bachelor, de pouvoir travailler en équipe. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tous les projets sont en équipe? Est-ce qu'il y a des projets individuels? Comment ça se passe à l'ESME? Alors oui, les projets, c'est vraiment l'occasion d'apprendre à travailler en groupe. Donc la majorité des projets se font en groupe. Après, la première année, c'est un projet pluridisciplinaire où donc on va mettre en application les différentes matières enseignées. Et c'est vrai que la première année est aussi un tronc commun. Après, notamment dans les bachelors en transition énergétique, parce que c'est un des domaines de l'ESME, on va avoir deux grands domaines qui sont les plus gros consommateurs d'énergie et qui doivent absolument se transformer pour optimiser et diminuer leur impact et optimiser leur consommation d'énergie. C'est le bâtiment et les transports. Et notamment dans le bâtiment, pour citer un exemple, eh bien un projet, ça peut être comment on va équiper un bâtiment avec des capteurs, comment on va rendre le bâtiment intelligent pour optimiser sa consommation énergétique, voire même produire ou réussir à avoir des bâtiments à énergie positive, donc ils vont même pouvoir produire de l'énergie. Donc les étudiants, ils vont travailler sur un sujet comme ça, en groupe, en se répartissant les différentes parties, et ça va donner lieu à des maquettes, des prototypes, donc ça va être vraiment très concret pour montrer comment en équipant un bâtiment, en récupérant des données, en les traitant, en redescendant l'information en temps réel pour actionner tel ou tel équipement, eh bien, on optimise la consommation d'énergie d'un bâtiment. Passionnant. Et Marie, comment on fait des projets en laboratoire? Parce que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de laboratoires, donc ils travaillent sur quoi? Sur le traitement Et en troisième année notamment, il y a un gros projet qu'on appelle le projet créatif qui va occuper nos élèves pendant toute l'année. Il commence par une recherche bibliographique ils font un état de l'art en fait sur un problème qui les concerne. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire parce qu'en fait on a tous les ans des groupes qui travaillent sur les matériaux de construction et en fait les élèves cherchent des solutions pour biosourcer ces matériaux de construction et limiter. Que veut dire biosourcer? Chercher des solutions qui seraient plus naturelles et plus respectueuses de l'environnement pour arriver à des matériaux de construction qui soient on espère un jour neutre en énergie. Et pour le coup, donc les élèves, on les amène à faire de la recherche bibliographique sur ces sujets-là et à s'interroger, à questionner les solutions existantes pour arriver à une idée, à un concept, une innovation biotechnologique. Et on les accompagne jusqu'à l'idée de la création d'une start-up. Voilà, donc il y a des cours de marketing, il y a des cours qui vont être pour les aider à pitcher leur projet, comment on fait pour financer un tel projet. Ils participent à des concours également? Alors, ils ne participent pas encore à des concours, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, ils vont à la station F pour défendre leur projet face à des investisseurs. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas encore fonctionné, mais ça ne saurait tarder, bien évidemment. C'est qu'une histoire de temps. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un projet significatif dont vous voudriez parler avec nous, Antoine? Il y a énormément de projets. Alors nous, c'est pas le laboratoire, c'est la salle machine.
machines, donc les rangées de PC où effectivement ils travaillent, mais ils travaillent en groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les projette déjà aussi dans le futur monde professionnel et de plus en plus, on travaille en groupe et c'est l'intelligence collective qui fait qu'on va aller plus loin dans les projets. Donc des projets, il y en a énormément. On est dans le domaine de l'informatique, donc on peut inventer 10 000 choses autour de ça. Mais en fait, comme mes bachelors sont spécialisés en cybersécurité, ils vont travailler autour des projets de cybersécurité. En IA, en usage IA et business, ils vont monter des projets autour de problématiques métiers. Une entreprise ou un projet marketing, comment j'utilise l'IA pour améliorer mon process marketing, toucher ma cible, etc. Donc on est encore une fois sur des projets concrets, des projets qui sont des problématiques que l'on rencontrera ou qu'on rencontre déjà ou que l'on rencontrera demain dans le monde de l'entreprise. Donc il y en a tout le temps. Alors, le monde de l'entreprise, de nouveau une transition facile. On a parlé d'alternance, d'apprentissage. Est-ce que c'est automatique ? Est-ce que c'est à la carte ? Comment ça se passe du coup ? Et quelle est la valeur ajoutée, à votre avis, de faire de l'apprentissage ou contrairement, de plutôt de choisir une formation initiale avec un stage ? Je pense que c'est deux approches différentes. Comment c'est organisé dans vos écoles ? À l'IPSA, de toute façon, à l'IPSA, donc l'alternance, c'est le rythme, il est facile. Donc on a 2 semaines, donc entreprise, 2 semaines à l'école. Donc et ça commence de septembre jusqu'au fin avril, et après le reste en entreprise jusqu'au lors. Sur la dernière année. La dernière année. Voilà, c'est en 3e année. Mais par contre, pour les élèves qui n'ont pas trouvé d'alternance, donc on leur propose effectivement l'initiale. Et si le rythme, c'est presque la même chose, donc c'est 2 semaines école et 2 semaines projet. Donc ils travaillent sur du projet, mais à partir d'avril, ils font un stage de minimum 4 mois et maximum c'est 6 mois, quoi. D'accord, ça veut dire qu'en fait, quel que soit le mode qu'ils ont choisi, leur CV se remplit au fur et à mesure et devient un CV de plus en plus intéressant pour les entreprises. Exactement. Donc ça veut dire 50% c'est en entreprise et 50% donc c'est à l'école. D'accord, c'est l'alternance aussi à l'ESME, Véronique ? Alors oui, en dernière année, c'est l'alternance. Et alors je n'ai pas le calendrier, le rythme d'alternance en tête, donc je m'excuse, mais c'est à peu près 50% du temps aussi qui est passé en entreprise. Et on accompagne en fait nos élèves à la recherche d'une entreprise, parce que trouver un contrat d'alternance, c'est tout un processus qui doit être accompagné. Donc on a des entreprises partenaires qui proposent des offres de contrats d'alternance, et on prépare nos élèves à aller chercher ce contrat à leur retour de l'international. Donc c'est à partir du milieu de la 2e année pour que leur 3e année, si possible, soit faite en alternance. Pour ceux qui ne trouveraient pas d'alternance, et il y a exactement la même possibilité qu'à l'IPSA, c'est-à-dire remplacer le contrat d'apprentissage par une période en entreprise sous forme de stage. Le gros intérêt d'avoir un contrat d'alternance, d'abord ça finance l'élève et ses études, et puis c'est parfois aussi un tremplin pour une poursuite d'études qui elle-même sera en alternance, c'est-à-dire que quand ça se passe bien en alternance en dernière année et que l'étudiant il a envie de continuer, si ça se passe bien avec son entreprise, potentiellement l'entreprise va re-signer un contrat avec lui pour sa poursuite d'études en master ou en école d'ingé. La Subiotech, c'est quoi comme entreprise ? C'est quel genre d'entreprise qui accueille vos élèves ? Alors, c'est des entreprises donc, en biotechnologie, dans le domaine de la santé, on a un peu en qualité, et puis voilà, les grosses entreprises pharmaceutiques qui recrutent pas mal en alternance. Et puis on a aussi les petites startups là, dont on parlait un peu tout à l'heure, qui recrutent nos étudiants en alternance. Et alors là, pour le coup, c'est des contrats qui sont très touche à tout, à la fois pour aller au laboratoire réaliser toutes les manips, mais aussi pour aller défendre ses résultats devant les collègues. Voilà, c'est très large les possibilités d'alternance. Et nous aussi, à Subiotech, pour les étudiants qui ne trouveraient pas de contrat d'apprentissage, on a la possibilité d'avoir le même diplôme que tout le monde, mais avec un stage. Soit un stage alterné, soit un stage de fin d'études. Dans tous les cas, l'entreprise est quand même très présente dans la dernière année. Alors en dernière année, elle est très présente, ça c'est indéniable, mais elle est aussi présente en 2e année parce qu'il y a un stage de 3 mois dans le cadre d'une activité de recherche. Donc là c'est plutôt un stage en laboratoire de recherche académique ou en laboratoire dans une entreprise pharmaceutique, dans les domaines de la R&D. Et dès la première année, nos étudiants partent en stage pendant 1 mois pour découvrir le monde de l'entreprise.
On n'a pas abordé ce sujet, mais j'imagine qu'il y a des stages aussi avant l'alternance, Voilà, dans, dans toutes les formations. Pardon, je me permets, c'est juste pour compléter. Donc, pour les stages, à l'IPSA, c'est sur 3 ans. Donc, de toute façon, en première année, donc, on a un stage d'1 mois. Et en deuxième année, donc, c'est un stage de 4 mois. Et après, soit l'alternance, soit un stage de fin d'études. J'imagine que c'est comme ça aussi à l'ESME. Antoine, pour l'EPITA. Non, c'est exactement ça. Moi, je veux plutôt, on a l'alternance, on a les stages, on a tout ça, mais c'est effectivement l'expérience professionnelle. Encore une fois, les programmes bachelor sont des programmes professionnalisants, donc on va les exposer rapidement, très rapidement, dès la première année, à une expérience professionnelle. On parle même de stage ouvrier, parce qu'ils sont en première année et qu'il faut qu'ils découvrent le monde de l'informatique, le secteur, la division de l'informatique, la maintenance informatique dès la première année. Donc tout au long du cursus, que ce soit en première, deuxième, troisième année, il va y avoir cette expérience professionnelle. Si je prends l'exemple du bachelor cybersécurité, il y a une alternance possible dans des entreprises très variées, puisque la cybersécurité peut être soit sur des entreprises qui travaillent autour de la l'informatique, c'est que ça touche tout type d'entreprise. Exactement. Donc là, nous, on a énormément de partenariats et de possibilités de stage ou d'alternance. On a même un partenariat avec le ministère des Armées, puisqu'on a le bachelor cyberdéfense en partenariat avec le ministère des Armées et l'école polytechnique, qui propose la 3e année en alternance au sein du ministère des Armées. Donc beaucoup de possibilités et beaucoup de choix dans l'expérience professionnelle aussi pour les bachelors de l'EPITA. Alors le temps passe vite, on est déjà à la fin de cette première moitié. On va terminer donc avec la logique. Qu'est-ce qu'on fait après un bachelor? Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a évoqué assez rapidement. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui les étudiants qui sont en bachelor sont plutôt sur une tendance d'aller continuer leurs études? Donc dans ce cas-là, sur quelles possibilités? Est-ce qu'il y a une passerelle facile avec le cycle ingénieur après? Ou est-ce que vous les sentez justement au contraire armés, prêts à aller tout de suite sur le marché du travail? Et ma question qui est un peu comment dire, exprès, je mets du côté, voilà, non, je mets du côté l'avocat du diable. Est-ce qu'ils sont compétitifs sur le marché du travail tout de suite s'ils y vont? Ils sont prêts en fait. Tout de suite, Oui, ils sont prêts. Et c'est ça l'énorme avantage de la formation bachelor, c'est que en fait, ça permet d'ouvrir le champ des possibles de manière très importante. C'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui ont envie d'aller travailler et ils ont les armes pour. Ils sont tout à fait en mesure de le faire. Alors plutôt en tant qu'assistant ingénieur, technicien supérieur, en tout cas pour le bachelor de Subbiotech dans les laboratoires de biotechnologie. Mais ils peuvent aussi poursuivre leurs études s'ils le souhaitent. Candidater pour Master 1, Master 2 dans une université, dans une autre école d'ingénieurs. Et on a aussi à Subbiotech quelques places qui leur sont réservées. Ils peuvent candidater pour poursuivre leurs études au sein de l'école. Que ce soit en statut initial ou par la voie de l'apprentissage. Et finalement, c'est un chemin qui est assez logique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que nos élèves, ils ont déjà 1 an d'apprentissage derrière eux, et donc ça semble, je dirais pas facile, mais assez logique de poursuivre avec 3 ans en apprentissage directement. Exactement. Peut-être une précision. Alors d'abord, effectivement, ils sont prêts pour aller travailler parce que ça fait partie du cahier des charges des formations bachelor, des formations professionnalisantes qui doivent permettre une intégration professionnelle à ceux qui le souhaitent. Mais statistiquement, même ceux qui au départ s'étaient dit je verrai si je continue ou pas, une très très grande majorité des élèves a envie de continuer. Je trouve que c'est la preuve qu'on s'occupe bien d'eux et qu'on leur demande qu'on leur donne envie de continuer des études, ce qui est très bien. Et donc là effectivement il y a 2 types de voies possibles. Donc soit on va dans un master donc pour 2 ans supplémentaires. Donc bachelor c'est 3 ans et on fait 2 ans supplémentaires pour arriver à un niveau bac plus 5. Pour ceux qui ont envie de revenir dans un cursus ingénieur, alors là, ils vont devoir postuler en première année du cycle ingénieur et donc ils vont faire leurs 3 ans de bachelor plus 3 ans d'ingénieur. Donc quand on passe par le bachelor pour devenir ingénieur, normalement, on fait 6 ans d'études. On fait 3 ans de bachelor et après, on re-rentre en première année de la formation d'ingénieur. Ce qui est valable si on fait une licence aussi. C'est valable pour les BUT, pour toutes les formations voilà. bac plus 3. Voilà. Le cycle ingénieur se fait en 5 ans à partir du moment où vous avez fait une prépa ou une prépa intégrée. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais il y a aussi, et on propose à l'ESME et dans
toutes les Petit écoles. accident technique, pardon. Des masters qui ont été conçus, donc des masters en 2 ans et en alternance, qui ont été conçus justement pour proposer une possibilité de poursuite d'études seulement en 2 ans et dans la même logique d'avoir des formations professionnalisantes, mais on va élargir les compétences, c'est-à-dire qu'on va avoir cette base technique du bachelor qu'ils ont eu grâce à leur bachelor et on va ajouter à travers nos masters la dimension management de projet, stratégie, management humain, management des hommes aussi. Voilà, donc pour compléter, on peut faire aussi un master en 2 ans. Poursuite d'études plutôt à l'IPSA ou plutôt... Oui, il y a plusieurs possibilités de toute façon à l'IPSA. Normalement, pour le bachelor, la finalité, c'est pour aller travailler. Mais effectivement, la plupart des étudiants préfèrent continuer leurs études. Et derrière, il y a effectivement un boulevard qui s'ouvre entre eux. Soit le première année cycle ingénieur, donc ça veut dire qu'ils font le cursus ingénieur sur 6 ans au lieu de 5 ans. Voilà, c'est pareil pour tout le monde finalement. Voilà. Mais on a effectivement créé des formations pour que ça soit une continuité logique. Je donne juste un exemple. Par exemple, pour la spécialisation IA, on a un MSc qui s'appelle donc la cybersécurité IA. Donc normalement, c'est ça qui est bien en fait. Je pense à retenir, c'est que les formations, en fait, les écoles ont réfléchi déjà à l'après-bachelor et proposent des solutions. Il y a un master aussi, un MSc aussi à Subiotech. Et j'imagine que c'est pareil pour toutes les écoles. Écoutez, il est déjà 19h07. Le temps passe très vite. C'est le temps maintenant de passer aux étudiants. En tout cas, je vous remercie tous les 4 d'avoir pris le temps d'expliquer ce bachelor. Merci beaucoup. J'espère que pour vous, ça a été très intéressant. Et maintenant, j'appelle Adèle, Jules, Ryan et François. Merci à vous. Bonne soirée, bon théâtre. Allez, venez, installez-vous avec moi. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors là, on n'est plus dans la parité. Pardon. On a 4 garçons. Alors moi, je me compte. Même si je me compte pas 3 garçons et une fille, j'imagine que la fille, c'est Subiotech. Mais oui, c'est pas étonnant. Alors, bonsoir à tout le monde. Pareil, ce que je vous propose très rapidement, vous donner la parole pour vous présenter. Donc, ce qui serait bien, c'est de dire peut-être quel est votre cursus avant le bachelor, si vous êtes rentré directement en première année ou peut-être en admission parallèle. Et l'école dans laquelle vous êtes, ça se voit presque pour tout le monde. Et puis après, on va parler un peu plus dans le détail. Allez, on va commencer par Adèle. Donc moi, je suis en 3e année de bachelor. Et avant de rentrer en bachelor, j'ai fait 1 an en prépa intégrée à Subiotech, dans le cursus de formation ingénieur. Et je suis passé en première année de bachelor en admission parallèle. Ok, donc toi, tu as fait le contraire. Ouais, tu es passé d'admission. Ok. Ouais. On en parlera après. Alors, Ryan. Ryan. Je suis en 3e année du bachelor cybersécurité. Et comme Adèle, un parcours assez atypique où j'avais fait donc la prépa. J'avais fait une année de prépa à EPITA. Et j'ai décidé ensuite de basculer sur notre cher bachelor cybersécurité. Ça aussi, je trouve que c'est un gros avantage de pouvoir passer de l'un à l'autre dans l'autre sens, effectivement, de se dire, voilà, je suis dans une école qui me plaît, la formation, le domaine d'application me plaît, et on me propose différentes choses. Et dans ce cas-là, c'est un vrai choix. À toi. Bonsoir, donc moi c'est Jules Dubo. J'ai fait un bac général maths physique et donc je suis maintenant en 3e année de bachelor à l'IPSA, système embarqué en alternance chez Air France. Alors on va parler justement, alors j'ai beaucoup de 3e année, tu es en quelle année ? 3e année aussi. D'accord, c'est une réunion des 3e années. Alors, on t'écoute ? Donc moi c'est François Gendron, je suis issu d'un bac généraliste S. Et là je suis en 3e année en transition énergétique. Et tu as fait quelle spécialité ? En transition énergétique. Non, la spécialité au bac. Bac scientifique, maths physique, SVT. Maths physique, SVT aussi. Et là je suis actuellement alternant chez Sobeka. Alors vous êtes tous d'accord en 3e année. Alors c'est bien parce que comme ça vous savez comment ça s'est passé en première et en 2e année. On a une vision globale. Alors une question, je pense que vous vous posez internautes et n'hésitez pas à les poser vos questions. J'attends de voir les questions. Bon, on y répond, mais bon, d'une manière générale, on a déjà abordé tous les thèmes. Mais tout simplement, pourquoi le bachelor ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formation ? On a vu avec les directeurs pédagogiques que c'est une formation qui était très professionnalisante. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence ? Est-ce que c'est le fait de vouloir rester dans le même domaine ? Enfin voilà, pourquoi le bachelor et comment vous vivez cette expérience bachelor ? On va commencer avec toi. Eh bien moi, c'était plutôt l'aspect gestion de projet, travaux de groupe, plutôt matière expérimentale.
pouvoir aussi mûrir ma réflexion professionnelle sur 3 ans, je pense que c'est une bonne option. Tu voulais pas t'engager sur une formation de 5 ans Mais directement? je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. À 18 ans, je trouve qu'on n'est pas forcément encore assez mature. Et puis en tout cas, je sais que je suis un véritable féru d'aviation depuis tout petit. Donc l'aéronautique, c'était fait pour moi. Donc rejoindre l'IPSA, une école passionnée, c'était une évidence. Et puis ensuite, le bachelor, pour moi, il offrait déjà des matières expérimentales que je préférais comparer aux matières scientifiques plutôt théoriques. Et puis voilà, aussi tout un aspect sur les stages et sur l'expérience professionnelle aussi qui est vachement bien pour justement prendre en maturité. Ok. Alors vous deux, vous avez donc une première expérience d'abord en cycle préparatoire. Qu'est-ce qui vous a fait changer finalement d'avis, d'aller plutôt vers le bachelor et quelle est la grosse différence finalement, parce que vous avez vécu les deux, vous? Alors je sais que j'avais toujours envie de faire de la cybersécurité. Et disons que le parcours en cycle préparatoire restait assez théorique sur les premières années, même si on avait plusieurs projets, plusieurs travaux de groupe qu'on avait fait ensemble. Le bachelor cybersécurité, ça me montrait des projets super intéressants, de la pratique, de la mise en place, par exemple en DevSecOps. Bon, je vais commencer à dire des termes techniques, mais On n'a pas les sous-titres alors. Ah ok. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, on avait une équipe dans le bachelor qui participait à plusieurs CTF. Ça avait l'air très intéressant, ça avait l'air... CTF, c'est quoi? Des capture the flag, donc c'est des petites compétitions de hacking. D'accord. Voilà. Oh. Et que EPITA participait sur le diplôme d'ingénieur, mais qu'on avait alors sur le bachelor cybersécurité aussi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer dedans? C'est EPITA, j'aime déjà l'administration, donc pourquoi pas continuer avec eux. Puis quand même, ce sont des écoles reconnues d'une manière générale. Donc c'est vrai que ce sont des écoles d'ingénieurs à la base, mais vous vous appuyez, j'imagine, sur la renommée aussi de chaque école. Adèle, toi aussi, tu as commencé donc par le cycle préparatoire. Qu'est-ce qui t'a fait transiter après et amener vers le bachelor du coup? Moi, je dirais, c'est plus parce que je me suis rendu compte que la formation en 5 ans ne me correspondait pas forcément. J'avais envie de faire une formation un peu plus courte parce que, en commençant la prépa, donc au bout de 6 mois, je me suis demandé si je voulais pas faire une formation plus courte pour peut-être ensuite arrêter mes études et partir travailler. Donc c'est pour ça que je voulais faire le bachelor à l'origine. Et aujourd'hui, j'anticipe aujourd'hui, un peu, tu es en 3e année, donc il s'est passé 3 ans. Aujourd'hui, j'ai fini les demandes de master, donc voilà, donc plutôt une poursuite d'études. Ouais. D'accord, ok. Idriss, toi? Donc moi, mon sujet, c'était principalement pour rejoindre l'armée, donc rien à voir. Je voulais avoir un diplôme en 3 ans qui touchait au domaine de l'ingénierie pour me sécuriser un diplôme pour après l'armée. C'est pour ça que tu as choisi plutôt une école d'ingénieur généraliste? Exactement, et courte en 3 ans du coup, au début, et puis au final, je continue en ingénieur l'année prochaine. Donc, voilà. Dans l'armée? Non, pas du tout, avec le SME. Du coup, j'ai totalement totalement t'as changé de projet, d'accord, ok. Exactement. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ah bah, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, hein, parce qu'on arrive avec une idée, et puis finalement, le temps passe, et on se pose la question, est-ce que, on va anticiper, est-ce que vous avez déjà tous réfléchi à ce que vous voulez faire? Donc Adèle, on a parlé de poursuite master. François, il est aussi, donc maintenant, il est parti sur peut-être le cycle ingénieur. Oui, c'est officiel. Et c'est officiel, Oui. tu as déjà la réponse? Oui, exactement. Wow, pas mal. Et Jules et Ryan, vous savez ce que vous allez faire après le bachelor? Alors pour moi, c'est le diplôme d'ingénieur. On reste dans le lot. Tu reviens, toi, en fait. Voilà, je reviens. Voilà. on a une majeure en cybersécurité, donc qui me permettra d'approfondir ce que j'ai déjà appris pendant le bachelor et que je ferai en alternance. Donc, Parce que ce qu'on disait avant, hein, c'est quand on a goûté à l'alternance, parfois on aime bien y rester. Exactement. Okay. Dans la même entreprise? On l'espère bien. Il m'aime bien, donc... C'est un message, si vous regardez Ryan. Et toi? Eh bien moi c'est pareil, voilà, pas très original du coup, mais aussi continuer du coup des études d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Pareil pour l'IPSA du coup, normalement c'est bon pour continuer en ingénieur. Et puis plutôt axé après à l'issue du diplôme orienté opération aérienne ou même système embarqué, mais donc voilà. D'accord, donc finalement, vous êtes parti sur une formation qui au départ était plus courte, et puis l'appétit venant en mangeant, vous vous êtes dit pourquoi pas pousser jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ok. Alors, donc c'est 4 bachelors différents, 4 ambiances différentes, 4 écoles différentes, mais est-ce qu'il y a des points communs à votre avis dans vos journées type? Alors je ne sais pas comment ça se passe, on va
Ryan, comment c'est quoi une journée type dans le bachelor sécurité, cybersécurité à l'EPITA? Bah alors une journée type, elle pourra commencer 8h30, 9h du matin. Donc il n'y a pas moins d'heures de cours dans le bachelor Non. que dans le cycle préparatoire? A priori, non. On va dire moins de nuit tardive un samedi soir pour terminer un projet. Mais c'est vrai qu'on reste sur des horaires qui pourraient rester assez similaires. Quoi, c'est 9h-17h? Oui, voilà, c'est ça. 9h-17h, 9h-18h. Partout pour tout le monde? Oui, c'est ça. 9h-18h? Ouais, plus ou moins. On aura après un mélange de cours théoriques, suivi ensuite par des cours pratiques. Mais est-ce que ce que vous voyez en théorie est tout de suite dans la pratique? Concrètement, c'est quoi? Par exemple, en théorie, tu vois quoi? Et en pratique, c'est quoi l'application? On pourrait donner un exemple. On a eu un cours d'analyse de malware, donc de virus, où par exemple les 4 premières heures de la journée étaient dédiées à donc le cours théorique, une présentation générale, puis une présentation des outils, des axes d'analyse, etc. Et après, les 4 heures d'après ou la journée d'après, si le cours s'étendait sur plusieurs jours, c'était de la mise en pratique. Donc directement sur des systèmes et sur des failles de sécurité qui ont été déjà préparées par le prof. D'accord. Alors, elle est facile, mais je la fais quand même. À Subiotech, tu as sûrement aussi des virus. Bon, pardon. Oui. Est-ce que c'est pareil, c'est le même principe? Théorie, pratique, application directe de ce que tu apprends en cours? Ouais, je dirais juste qu'en première année, c'est un peu plus de théorie forcément parce que faut avoir des bases solides pour continuer. Mais après, c'est beaucoup de cours théoriques qui ensuite sont complétés par des cours pratiques qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend ça et même de comprendre en faisant de la pratique. Ça rejoint un peu ce que disait ma directrice. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple d'apprendre comme ça? J'ai une notion, un concept, et tout de suite je vois l'application pratique. Pour vous, c'est ce qui vous a aussi plu dans le bachelor, j'imagine? Ouais, moi vraiment, j'ai du mal à apprendre sans faire. Donc ça me permet d'apprendre des choses, de les faire et du coup de les retenir super longtemps. Après, je me souviens encore de trucs que j'ai appris en première année, que je n'ai pas revus depuis, mais juste parce que je les ai mis en pratique. Que tu les as fait. Et je comprends pourquoi je les apprends. Et voilà. Et vous, du coup, c'est pareil, c'est la même articulation à peu près? Même journée type, de la théorie, de la pratique après, donc des TP, des TD, travaux dirigés. Un exemple concret comme Ryan? En TP? Non, ce que tu vois en théorie, que tu appliques directement. Je peux même citer des exemples dans le monde du travail, techniquement, avec l'alternance, puisque nous, on a des cours en gestion de projet, donc que ce soit planification, devis, etc., ou même les normes. Et donc moi, au sein de mon entreprise, ça m'est plutôt utile, puisque je gère aussi une partie administration, etc. Donc voilà. Et enfin? Eh bien oui, moi aussi c'est pareil. Du coup à l'IPSA, et je dirais aussi le plus gros point fort des bachelors, c'est du coup tout l'aspect travaux pratiques. Et donc la journée type elle est relativement similaire. On a aussi donc des cours, des TD, pas mal de projets. Pour citer un projet clé par exemple qu'on a fait cette année, on faisait une analyse de plaques grâce à des drones et grâce à l'IA pour détecter si les voitures sur le parking étaient autorisées ou non à stationner. Et puis, comme disait François, je trouve que c'est super aussi avec l'alternance parce que toutes les compétences transversales que l'on peut acquérir au sein des 3 années du bachelor et même techniques, du coup, suivant notre spécialité, elles nous servent en alternance. Et donc, moi, chez Air France, plutôt gestion de projet également comme François, c'est un apport au niveau de l'expérience professionnelle qui est génial. Alors, alors c'est une question qui est peut-être bête, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous devez travailler beaucoup dans le bachelor? Est-ce que il y a vraiment un rythme qui peut être intense, comme on peut le retrouver peut-être en prépa ou en école d'ingé, ou vous pensez que finalement c'est un peu plus cool le bachelor? Moi, je peux répondre. Alors, je pense que c'est un peu plus cool quand même que l'ingénieur, mais après c'est différent puisque nous, en fait, nos évaluations, c'est beaucoup de contrôle continu et on a des partiels à la fin de l'année, mais qui sont espacés sur le temps. Donc ça va pas être une semaine rush comme un ingénieur où ils ont du matin, midi, soir des examens. Nous, c'est plutôt espacé par semaine. Donc c'est plus soft et c'est plus cool pour réviser à la maison et mieux réussir ces examens. Ça se passe comme ça aussi à Subiotech? À Subiotech, oui. Je dirais que c'est une gestion qui est plus facile qu'en ingénieur, mais après je pense que ça dépend beaucoup des profils aussi des étudiants. Moi personnellement je fournis du travail personnel à côté mais pas une charge de travail immense, mais ça dépend, j'ai des camarades qui ont besoin de fournir un peu plus, mais je dirais que c'est dans l'organisation et à mon avis c'est similaire à plein d'autres formations, que ce soit bachelor ou ingénieur,
Ça dépend juste de comment on s'organise et comment... Voilà. Pareil à l'EPITA? En ayant fait la prépa, et donc toujours pas l'ingénierie, je dirais que oui, je travaille moins dans le bachelor cyber qu'en prépa, mais donc ça me donne plus de temps de faire mes propres projets personnels sur le côté, apprendre beaucoup plus à utiliser les outils et approfondir les connaissances qu'on a vues en cours. Parce qu'à savoir, la cybersécurité c'est assez large, bien sûr, en informatique qui est très grand, la cybersécurité elle aussi, et donc ça me permet de prendre les différents cours qu'on a appris et de approfondir dessus, quoi. Ok, Jules, pour l'IPSA, C'est relativement similaire, c'est un Similaire. petit peu la continuité du bac. Chacun va donner sa propre motivation, mais déjà ce qui est essentiel c'est d'être motivé par le secteur du coup de l'école dans laquelle vous postulez. Et puis ensuite, plus de temps je pense du coup chez vous, parce que tous les travaux se font beaucoup plus du coup à l'école, même s'il y a quand même une petite charge de travail à fournir quand même pour tout le monde. Mais donc voilà, c'est relativement similaire je pense pour toutes les écoles. Ok. Alors, vous avez parlé de projets. Vous êtes tous les quatre, pardon. Tu es en alternance aussi, Adèle? Oui, moi je suis en stage alterné. En stage alterné, donc tu es en entreprise également. Comment est-ce que vous avez trouvé votre entreprise? Comment est-ce que vous avez décidé d'aller dans cette entreprise? Est-ce que c'est derrière avec déjà un objectif de peut-être, vous qui allez passer en école d'ingénieur, de rester dans cette même entreprise? On va parler un peu avec Ryan. Est-ce que l'école vous a aidé? Comment ça se passe concrètement? Tiens, Jules, on va rester sur toi. Alors moi Toi, t'es chez déjà, Air France. c'est ça exactement. Donc l'IPSA a un CFA prestataire qui s'occupe du coup de nous accompagner pour trouver une alternance. C'est aussi à l'élève après de s'investir et donc on est formé entre guillemets à s'investir pour chercher une alternance. Moi, je voulais aussi rejoindre Air France, c'est une compagnie aérienne mondiale, et puis c'est notre compagnie nationale et qui englobe tous les secteurs de l'industrie aéronautique. Donc c'était aussi une évidence pour moi et j'ai mis beaucoup de mon cœur de mon côté pour trouver l'alternance. Donc je pense que... Et concrètement, tu as fait comment pour aller à Air France? Et alors moi, c'était grâce à mes stages. C'est aussi l'avantage qu'on a du coup, c'est d'avoir un stage chaque année. C'est que sur le stage de deuxième année, j'ai pu justement en parler et obtenir une alternance pour la dernière année. Tu étais en stage à Air France, donc c'est ça. C'est ça, ok. Donc Ouais. tu as permis, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu y fais concrètement? Alors moi je suis côté service en vol et opération aérienne, donc côté documentation de vol pilote en tant que chargé de projet logistique et opérationnel. Donc je m'occupe de gérer toute la partie documentation réglementaire dans les postes de pilotage. Donc un avion, il a un poste de pilotage avec 2 pilotes et il a ce qu'on appelle par exemple QRH, c'est toute la gestion documentaire à gérer pour que l'avion puisse partir en vol. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc des informations aéronautiques. Tous les 28 jours, c'est mis à jour dans le monde. Et il y a tout un tas de procédures qui changent et on doit s'assurer que tous nos aéronefs soient à jour avant de partir. C'est mieux. C'est mieux. François, qu'est-ce que tu fais? T'es où toi? Dans quelle Moi, je entreprise? suis à Sobeca, donc c'est une Sobeca. entreprise de travaux publics, donc pour le réseau électrique principalement, donc haute tension et basse tension. Et je suis conducteur de travaux. Donc ça consiste en gros à diriger, organiser tous les moyens techniques, financiers d'un chantier, enfin de plusieurs chantiers en général. Donc, D'accord. voilà. Et pourquoi cette entreprise plus qu'une autre? Parce que du coup moi je suis dans le domaine de l'énergie, donc j'ai été accepté à plusieurs entreprises et le projet qui m'a été présenté par mon cadre me plaisait et on reste dans le domaine de l'énergie et on est dans de la gestion de projets, de chantiers, donc ça m'intéresse. Voilà. Ok. Donc j'imagine toi Ryan que tu es dans la cybersécurité? Exactement. Donc je suis dans une entreprise qui s'appelle Accelor. C'est une entreprise qui a un système d'ERP et qui n'avait pas à proprement parler un chargé de cybersécurité, donc un RSSI à titre Tu t'occupes en fait de la sécurité informatique de cette entreprise? Alors, beaucoup de choses en fait. J'étais assez chanceux d'avoir des tuteurs qui m'ont fait confiance et donc qui m'ont mis sur plusieurs projets. Donc je suis product owner, chef de projet, sur 2 différents projets internes dans l'entreprise. J'ai une équipe de 10 personnes. Je suis aussi RSSI, donc chargé de cybersécurité. Je fais un petit peu de gouvernance aussi. On a eu récemment une certification ISO 27001 où j'ai aidé à rédiger un grand nombre de procédures et de politiques et aussi chargé de mise en place du système d'IA de l'entreprise en elle-même. D'accord. Et donc toi tu es en stage, donc tu es aussi en entreprise, et c'est quel type d'entreprise? Qu'est-ce que tu y fais? Alors moi je suis au Collège de France dans un laboratoire de recherche en neurosciences.
Donc j'ai choisi cette entreprise-là parce que je voulais absolument faire de la neuroscience. Ça fait quelques années que c'est un sujet qui m'attire beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de manipulation. En fait, j'ai un peu le rôle d'une assistante ingénieure. Je suis sur 2 projets à la fois. Donc il y a un projet qui avance que quand je suis en entreprise, parce que c'est mon projet à moi. Et je suis avec une ingénieure d'études sur un autre projet qui avance aussi quand je suis pas là. Mais du coup, j'aide à l'avancée du projet aussi. Voilà. D'accord. Donc j'imagine que ces 4 expériences, c'est quand même quelque chose d'énorme, hein, parce que ça fructifie votre CV. Et c'est vrai qu'après, quand vous allez chercher une alternance, je pense que ça sera aussi un bon tremplin. Donc ça, c'est l'alternance. Alors vous allez bientôt terminer, vous, mais de votre expérience là, sur les 3 années que vous avez passées au bachelor, comment ça se passe d'un point de vue, on va dire, quand on n'est pas dans les cours? On sait que dans les écoles d'ingénieurs, il y a une vie étudiante. Est-ce que vous y avez accès, d'une part? Je vois au sourire d'Adèle que ça doit être le cas. Est-ce que vous mélangez entre guillemets avec vos camarades qui sont en cycle préparatoire ou en cycle ingénieur, ou est-ce qu'au contraire, les bachelors c'est les bachelors, les ingénieurs c'est les ingénieurs? Est-ce que ça communique entre vous sur les différents campus? Comment ça se passe, Adèle, toi qui as l'air très heureuse qu'on parle de la vie extra-étudiante? Moi je suis très impliquée dans la vie associative de l'école. J'ai fait partie du bureau du BDE, j'ai fait partie du bureau d'une association environnementale. Je suis aussi au comité associatif de Subiotech. Et il y a aussi du coup des partenariats avec les autres écoles, donc notamment EPITA. Et du coup, je fais aussi partie de l'association de EPITA. Mais donc il n'y a pas du tout de. Moi, je me suis jamais sentie à l'écart alors que j'étais en bachelor. Ça n'a pas l'air. Non. Mais ça te prend beaucoup de temps, ça, non? C'est moi qui décide d'y donner beaucoup de temps, mais on peut tout à fait y donner moins de temps aussi. D'accord. Mais, voilà. Et vous vous sentez bien dans la vie associative? Vous êtes actif? Carrément. Puis à l'IPSA, du coup, on a le jeudi après-midi qui est réservé pour un créneau association. Et puis, il n'y a absolument pas de différenciation en fait entre les différents cursus. Il y a même beaucoup de présidents d'associations qui sont des bachelors ou qui ont été des bachelors. Et donc, on s'aide tous entre nous. Et puis, je pense que dans la plupart des écoles, il y a énormément de vie associative, beaucoup d'associations. Donc c'est top. C'est pareil à l'ESME? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait partie aussi du BDE, d'il y a 2 ans. Et après, on a tout un tas d'associations, que ce soit sportif. J'étais aussi à l'équipe de rugby, où on participe aux Ovalis. Donc c'est une grande réunion de toutes les équipes de rugby des écoles, entre guillemets, dans toute la France. Donc c'est assez cool. Et on a aussi une autre association dans laquelle je suis, c'est une croisière annuelle, où on part 7 jours en Croatie, en Italie ou autre. Sympa comme asso, ça. Oui, exactement. On peut faire partie, même Avec si on n'est plaisir. pas de l'USM. Donc en fait, il n'y a pas de différence, entre les élèves du cycle ingénieur ou les élèves de bachelor. Finalement, vous faites tous partie de la même école. Tout à fait, oui. C'est bien ça. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. On arrive vers la fin. Alors, j'ai une dernière question. C'est peut-être pas la plus simple, surtout pour celui qui va passer en dernier. Mais si vous aviez un seul conseil à donner à un élève qui vous poserait la question de savoir, est-ce que tu me conseilles de faire le bachelor et qu'est-ce que je dois, quel est ton conseil pour bien réussir dans ton bachelor? On va commencer par Adèle, parce que c'est une fille, elle va parler en premier, comme ça elle aura le choix. Moi, mon conseil pour réussir, je dirais que ça serait, le plus gros conseil que je pourrais donner, ça serait juste d'écouter en cours. Et pour moi, c'est 80% de mon... Ça marche dans toutes les formations, ça. Ouais, je sais, mais ça marche beaucoup plus en bachelor pour moi, en tout cas. D'accord, ok. Mais voilà, non, mais je pense que grâce au stage qu'il y a chaque année, aussi, notre projet professionnel, il se forme beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été aussi confiante dans mon projet professionnel que depuis que je suis en bachelor, même si j'ai toujours voulu faire ça. Là, je sais exactement vers quoi je vais, et ça, c'est grâce au stage que j'ai fait, parce que ça m'a permis d'affiner mon projet au fur et à mesure. Ok, allez, on va faire comme ça, on va continuer. Ryan, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire un bachelor cybersécurité? Ça va suivre ce que un bachelor tout court. Ça va suivre ce que Adèle a dit, donc de bien suivre les cours. C'est vraiment la grande majorité. T'as pas le droit majorité. d'utiliser le même. Mais c'est parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a des intervenants qui viennent, donc qui sont déjà des personnes en entreprise qui viennent pour nous donner des cours. C'est des personnes qui sont passionnées. Donc du monde de l'entreprise, vous avez des Exactement. profs qui viennent directement de C'est ça. l'entreprise. Ok. Et là, par exemple, surtout en 2e année et en 3e année. Donc nous, en 3e année, on a presque exclusivement
des intervenants. Donc ils viennent, ils sont passionnés, ils sont impliqués. Ils nous rejoignent directement, pour ceux qui sachent, sur notre Discord. Donc on a une interaction directe avec eux. Ils répondent et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'ils peuvent adapter leur projet, ils peuvent adapter ce qu'on fait selon ce que nous, on aimerait savoir. D'accord. C'est Donc, cette ton belle conseil, collection. c'est de profiter de tout ça finalement. C'est bien sûr, c'est de profiter. Et pour savoir si on veut faire un bachelor en cybersécurité ou pas, regardez des vidéos. Lesquels? Ah, ça c'est un très grand sujet. Lesquels? Mais- C'est-à-dire, mais des vidéos de quoi? Essayez de participer par exemple à des CTF, comme j'avais dit pour ceux qui chercheront sur CTF Time, c'est une plateforme qui en a tous les temps. Il y a des entraînements pour les débutants, pour les grands. Il y a des plateformes en ligne. C'est vraiment un monde très très vaste et ça peut servir comme porte d'entrée dans tout ça. Ok, merci. Jules, ton conseil pour réussir dans le bachelor, pour réussir à l'IPSA, c'est quoi? À l'IPSA, déjà, il faut être passionné d'aéronautique, même du spatial. Je dirais que c'est mon plus grand conseil. Si vous êtes passionné, foncez. Puis en Et si on plus, est juste un peu intéressé? eh ben, vous pouvez vous renseigner. Bien renseigner avant de venir sur les débouchés possibles, sur aussi pourquoi venir à l'IPSA, pourquoi l'aéronautique, je dirais. Si vous avez juste regardé une vidéo, voilà. Mais si vous êtes vraiment passionné, foncez. Mais même pour tous ceux qui souhaiteraient dans le spatial ou dans les systèmes, hein, c'est une école d'ingénieurs qui propose beaucoup de spécialités. Et puis dans le bachelor aussi, tout le côté intelligence artificielle, surtout appliqué à l'aéronautique. Donc on peut être passionné par l'aéronautique, mais un petit peu, mais aussi par l'intelligence artificielle. Donc il y a plusieurs vastes secteurs. Et puis aussi d'être impliqué, je dirais. Voilà, si vous rejoignez le bachelor, soyez impliqué, que ce soit dans les projets, les travaux de groupe, et être sérieux, quoi. Oui. Alors on avait pour commencer avec Adèle, c'est travailler, enfin être présent au cours, c'était un minimum. Ariane, c'était profiter de tout ce qu'on vous propose. Toi, c'était être sérieux, s'impliquer, se renseigner. Mais profitez aussi. Et profiter aussi. Qu'est-ce qui te reste, François, du coup, comme conseil? Moi, je dirais surtout d'aimer pratiquer, faire des projets, vouloir mettre la main à la pâte, donc aller en entreprise, faire des stages. Les projets, ouais, c'est vraiment une partie intéressante, on en fait beaucoup à l'ESME. Tout ce qui est TP, etc. Donc, voilà, donc aimer participer activement et pratiquer. Ouais. Bon, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les quatre d'avoir pris aussi le temps après les cours, hein, parce que vous avez des journées chargées, on a bien compris, d'être venus partager un peu votre expérience. J'espère que ces témoignages vous ont servi, vous ont plu, vont peut-être vous décider peut-être à vous lancer dans le bachelor si vous n'êtes pas encore dans une école ou revenir vers le bachelor. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir ce soir. Ce live sera donc bien sûr disponible en replay sur la plateforme et après sur la chaîne YouTube du Concours Advance. On vous dit à très bientôt pour un nouveau live Twitch qui aura lieu la semaine prochaine. Donc là, on reviendra un peu sur le cycle ingénieur et on parlera des épreuves, notamment des QCM de mathématiques, QCM d'anglais et de la fameuse épreuve de synthèse et de motivation. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous les quatre. Merci, bonne soirée.